On va commencer, on laisse la porte ouverte s'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, mais on a un petit timing un peu serré. Bonjour à tous, merci de venir à notre événement autour de la fête de la nature. Donc pour redonner un petit peu le contexte, la fête de la nature, elle commence aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a un temps fort ici à la Gaillarde, mais c'est un événement qui est national et annuel, donc je vous invite à aller sur le site internet, voir ce qui se passe, parce que voilà, pendant toute cette semaine, il y a des animations qui sont gratuites, qui sont ouvertes au grand public, et donc ça permet voilà, de découvrir ou redécouvrir des richesses naturelles qui sont autour de chez vous ou de votre lieu de travail comme on va faire aujourd'hui. Cette année, du coup, l'INRAE a décidé de participer à la fête de la nature. Je vous passe très rapidement ce qui s'est passé ce matin. Bon, c'est un petit peu trop tard, mais comme c'est des webinaires, vous pourrez tout à fait les retrouver sur l'intranet de l'INRAE. Notamment, il y avait la présentation d'outils autour de Viginature, des outils de cartographie de biodiversité avec Hibou et la présentation de l'application PlanteNet INRAE. Donc je passe très rapidement là-dessus. Je vous mets un petit rappel sur ce qui va se passer le 25 mai aux eaux de Lunaré. Donc on a aussi des collègues qui vont proposer des animations, des conférences, toujours dans le cadre de la fête de la nature. Donc ça, vous le retrouvez aussi sur le site intranet de l'INRAE. Je passe très rapidement dessus parce que ça me permet de rentrer un peu dans le vif du sujet sur la conférence autour de l'Observatoire des saisons. Donc un petit peu plus localement, INRAE, donc Occitanie-Montpellier, nous on a voulu utiliser la fête de la nature pour lancer l'Observatoire des saisons. Donc on va vous le présenter au cours des conférences et un petit peu plus pendant l'atelier. Avant de me lancer de passer la parole, je voulais déjà remercier, parce que c'est un travail collectif qu'on vous propose. Donc, je voulais remercier le service de communication de l'INRAE et de Supagro, parce qu'on a préparé plein de choses, mais ce serait jamais venu à vos oreilles si on n'avait pas la communication. Merci aux intervenantes qui se sont rendues disponibles pour vous partager leur retour sur l'Observatoire des saisons. Donc, on a tout d'abord Isabelle Schwinn qui est là pour, je laisse te présenter, qu'on a invitée aujourd'hui parce que c'est l'une des fondatrices de l'Observatoire des saisons. Donc, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille du coup au Centre écologique et fonctionnel de Montpellier. J'ai mangé un petit peu des mots. Et ensuite, du coup, Isabelle Farera, qui est enseignante Supagro, qui vient ici témoigner de l'utilité des données qu'on va récolter ensemble sur l'arboretum, l'utilité donc dans ses travaux de recherche. Et enfin, avec l'INRAE, on s'est associé à Agropolis International avec Laïra Menon et Anaëlle Francia. Donc Agropolis International, qui est une association sur Montpellier. Donc Laïra travaille, donc elle est chef de projet sur tout ce qui est coordination, dialogue, sciences-société, et surtout qui travaille sur la déclinaison de cet observatoire des saisons en Occitanie. Anaëlle, du coup, elle est en master gestion de l'environnement et de la biodiversité, qui est en alternance dans cette association-là, et qui travaille exclusivement sur la déclinaison de cet observatoire des saisons. Je vais me présenter aussi. Donc, je travaille à l'INRAE. Je m'appelle Julia Le Chevretel et du coup, je travaille sur la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, majoritairement, mes missions se concentrent sur des actions en faveur de la biodiversité. Sur les sites de l'INRAE. Mais justement, l'utilité de cet observatoire des saisons qu'on va vous expliquer, c'est que ça permet de décloisonner un petit peu entre les différents centres de recherche, parce qu'on peut très bien observer des choses sur nos sites, mais voilà, il y avait une envie collective de partager, d'être acteurs face au changement climatique. Voilà pour les présentations et les remerciements. Je vais passer la parole du coup à Isabelle Farera pour le témoignage sur ce que tu utilises pour tes recherches. Merci. Je passe. Bonjour à tous. Donc, comme cela a été dit, je suis Isabelle Farira, donc je suis ingénieure formation et recherche à l'Institut Agro. Et dans ce cadre-là, je travaille dans une thématique dont le nom se cache derrière cette question. Quel est notre point commun entre toutes ces photos? Entre des bourgeons qui commencent à s'ouvrir, des fleurs épanouies, des vergers en fleurs, des arbres qui perdent leurs feuilles, des pommes qui sont arrivées à maturité. D'après vous, quel est le mot? Très vite. Comment? Saison? Ah, tu as? Saison, d'accord.
Alors, ça a un rapport avec les saisons, c'est le mot phénologie. En fait, c'est la phénologie. L'observation qu'est-ce que la phénologie? En fait, ce sont des stades saisonniers que l'on observe à la fois chez les espèces végétales, chez les plantes, chez les espèces animales, et qui sont en rapport avec des stades, pardon, des occurrences qui sont en rapport avec les saisons. Donc, comme la floraison, la chute des feuilles. Et dans ce cadre-là, la phénologie est un marqueur très important des variations du climat. Donc actuellement, nous sommes dans le cadre d'un changement climatique global. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le démontrer encore. Ici, vous avez en haut une symbolique au niveau mondial de l'évolution des températures, le rouge indiquant des températures de plus en plus élevées. Donc vous voyez que depuis la fin des années 80, début des années 90, ces températures ne cessent de croître, que ce soit au niveau mondial, mais également au niveau de la France. On a très vite constaté que les températures printanières estivales augmentaient, mais également les températures hivernales. Tout cela va avoir des conséquences sur la phénologie. Et dès le début des années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait une rupture. Donc à droite, vous avez une représentation graphique de l'évolution des dates de floraison chez plusieurs espèces fruitières, le pommier, le prunier, l'abricotier, l'olivier, le pêcher, toutes les cultures que l'on trouve en France. Et vous voyez que c'est symbolisé par le trait vertical rouge, il y a une rupture au début des années 90. Et on est passé d'un système où les floraisons sont devenues de plus en plus précoces. Que ce soit au sud de la France, au nord de la France ou partout en Europe, c'est à l'échelle globale, on a observé ce phénomène, aussi bien sur espèces cultivées que sur espèces fruitières. Donc vous voyez que la phénologie, c'est un marqueur du climat. Et dans ce cadre-là, on l'utilise pour prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc nous, en tant que chercheurs, travaillant avec le monde agricole, avec les arboriculteurs, avec le monde agricole, on se pose des questions. Est-ce qu'on va dans un système où le risque de gel est accru? On en entend de plus en plus parler. On parle de gel tardif. C'est pas forcément les gels qui sont tardifs, c'est plutôt la phénologie qui est en avance. Et du coup, le gel va impacter des fleurs qui sont déjà ouvertes, alors qu'autrefois, il impactait des bourgeons fermés. Et donc, ça n'avait pas les conséquences que ça a maintenant. On craint d'avoir des problèmes de risque de non-concordance. C'est à droite, une illustration à droite de non-concordance de floraison. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces fruitières qui nécessitent une pollinisation croisée entre variétés. L'autofertilité existe, entre autres, par exemple, chez l'abricotier, mais chez beaucoup d'espèces fruitières, elle n'existe pas. Il y a des auto-incompatibilités, et du coup, il faut qu'il y ait une variété pollinisatrice et une variété pollinisée. Et du fait de l'évolution de la phénologie dans le cadre du changement climatique, on voit de plus en plus apparaître des discordances de la période de floraison, d'où des problèmes à craindre de risque de concordance, de non-concordance de pollinisation. Et puis, chose qu'on a vue dans d'autres régions, entre autres dans l'hémisphère sud, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie, dans des régions où ils ont implanté depuis des années des arbres de milieu tempéré, dans des zones climatiques qui n'étaient pas vraiment adaptées, où les hivers sont doux, on a vu des problèmes d'étalement de floraison, et de maturité. Vous avez à la fois des fleurs dans un arbre et à la fois des fruits, ce qui n'est pas normal, et ce qui va poser des problèmes pour la production fruitière. Donc ça, ce sont toutes des choses que l'on craint. Et pour cette raison, on essaye de mettre, sur la base de nos résultats de recherche, on essaye de mettre en place des outils d'aide à la décision. J'ai créé en 2019 avec un collègue de l'INRA d'Avignon un outil qui s'appelle Cartophone. Alors ça ne veut pas dire pomme de terre, c'est cartographie de la phénologie. Mais c'est vrai qu'à l'oral, ça fait un petit peu pomme de terre peut-être. C'est un outil qui... l'animation ne marche pas, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous auriez pu... Alors, normalement, il y a des couleurs jaunes qui apparaissent. Ça a été... Ah oui, parce que c'est un PDF. Oui. Donc, en fait, il y a du jaune qui apparaît dans la carte de France, à partir du sud et qui rayonne vers le nord. En fait, c'est un outil qui est en ligne, gratuit pour tous, et en particulier pour les arboriculteurs, à partir desquels ils vont pouvoir voir les dates de floraison. Alors, pour le moment, on s'est limité à Golden Delicious et à Pink Lady, mais on est en train de le développer pour d'autres espèces fruitières. Ça permet de prévoir les dates de floraison dans le cadre de la mise en place des itinéraires techniques, dans le cadre de la transhumance des ruchers.
On peut prévoir à l'avance quand intervenir, mais ça va pouvoir nous aider à choisir des variétés plus adaptées dans le cadre du changement climatique. Si on voit que dans certains points de la France, certaines variétés ne passent plus, n'arrivent plus à fleurir ou fleurissent avec un décalage tel que ce n'est plus possible pour les producteurs. Donc, choix variétal, anticipation du travail, c'est ce que j'ai dit précédemment. Et puis, peut-être, on va devoir envisager des migrations de cultures dans le futur. Et ces outils vont pouvoir nous permettre d'anticiper cela. Donc, pour finir, eh bien, en fait, pour créer de tels outils, il nous faut des données phénologiques. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Il nous faut des données, que ce soit sur espèces fruitières, mais aussi forestières. Et là, je laisserai la parole à Isabelle Schwinn, elle vous expliquera ça mieux que moi. Mais on a besoin de personnes qui fassent des relevés pour qu'on puisse les utiliser après en recherche. Donc, il faut des données très bien prises, fiables, mais je pense que vous êtes assez motivés pour le faire. Et cela nous permettra d'alimenter des bases de données qui seront utilisées par la suite pour des espèces fruitières, pour pouvoir faire des prévisions sur les dates de floraison, voilà. Je m'excuse. Oui, en fait, dans les bases de données, vous devrez donner des renseignements, mais là aussi, ça va vous être expliqué dans la suite des interventions. Donc, je m'arrêterai ici pour mon intervention. Et je vous remercie. Bonjour. Voilà, donc on vous a invité aujourd'hui à une petite rencontre avec l'Observatoire des saisons. Donc je vais très rapidement vous expliquer d'où sort ce programme et en quoi il consiste. Comme l'a dit Isabelle, il s'ancre résolument dans le contexte du changement climatique. Là, vous voyez l'évolution des températures en France depuis 1900 et vous voyez que on a eu un réchauffement très important dans les années notamment 90, une pause qu'on a appelée le hiatus climatique, et puis de nouveau on est sur une pente ascendante continuellement on va dire ascendante. En tout cas, elle prend cette allure-là. Et ce changement climatique, et en particulier ce réchauffement climatique, comme l'a expliqué Isabelle dans son domaine qui est l'arboriculture, ça perturbe les rythmes saisonniers. Donc, et c'est vrai pour les espèces fruitières et c'est vrai en fait pour quasiment la totalité du monde vivant. Là, vous voyez un cycle annuel de développement, justement. Il s'agit du hêtre, donc on est sur une espèce forestière. Donc, une plante fait un cycle chaque année, elle a ses bourgeons dormants, les nouvelles feuilles, les fleurs vont apparaître au printemps, elle va faire sa croissance, les fruits vont arriver à maturité à la fin de l'été, au début de l'automne, et puis l'arbre va perdre ses feuilles aussi à peu près à ce moment-là, et il rentre de nouveau ce qu'on appelle en dormance pendant l'hiver. Donc les plantes font toutes un cycle comme celui-là, les animaux, et notamment qu'on appelle à sang froid ou poikilothermes, ont aussi un cycle qui ressemble un peu à celui-là. Et ce cycle, il est piloté par les conditions météorologiques sur plusieurs semaines, plusieurs mois avant que chaque événement n'arrive. Et du coup, ce réchauffement climatique, à l'échelle globale mondiale, il a eu le premier signe, enfin les premiers impacts qu'on a vus de ce réchauffement climatique sur le monde vivant, ça a été notamment une avancée du printemps, comme l'a évoqué Isabelle, c'est-à-dire que la reprise d'activité s'est faite de plus en plus tôt, et en revanche un retard de la fin de l'activité à l'automne. Alors ça a eu de multiples conséquences que je vais vraiment très rapidement évoquer, mais pourquoi ça a eu énormément de conséquences? Parce que c'est la phénologie, donc la façon dont est régulé ces cycles de développement par les conditions météorologiques. Donc c'est tout ce qui est en vert, ça pilote quasiment l'ensemble des processus écologiques au niveau des écosystèmes, au niveau des communautés, et même des rétroactions en bleu avec l'atmosphère, puisque le fonctionnement de la végétation, enfin, vous savez peut-être, la végétation échange des gaz et de l'énergie avec l'atmosphère. C'est une composante du système climatique. Et donc, une toute petite modification de ces cycles annuels de développement a des répercussions en chaîne, en cascade, sur tout un tas de choses qu'on va voir là
en exemple très rapidement, notamment, et là Isabelle l'a aussi évoqué, l'avancement du printemps biologique a eu pour conséquence une augmentation des dommages de gel, alors chez les arbres fruitiers, mais en fait pas que chez les arbres fruitiers, même chez les arbres forestiers, et puis bien d'autres plantes. Pourquoi? Parce que les gels tardifs, malgré que le climat se réchauffe, peuvent encore arriver. Alors, cette fréquence de gel tardif va diminuer, mais on est dans une situation un peu intermédiaire, pas intermédiaire, mais transitoire, voilà, je cherchais le mot, transitoire, où la végétation n'est plus en équilibre avec son climat et où on a des accidents de ce type qui peuvent arriver. Une autre conséquence, du fait que la saison d'activité s'allonge, puisqu'on commence plus tôt, on termine plus tard, en particulier pour la végétation, c'est qu'on accroît le stress, la sécheresse, l'effet de la sécheresse. Déjà qu'on a moins de précipitations qu'avant, mais en plus, comme la végétation, du fait qu'il fait plus chaud, transpire plus, mais qu'en plus, comme elle rentre en activité plus tôt, elle pompe l'eau dans le sol plus tôt, et comme elle voudrait terminer sa période, sa croissance plus tard, eh bien, elle pompe globalement plus longtemps de l'eau, donc ça accroît cette tendance à la sécheresse qu'on a déjà à cause du réchauffement lui-même. Une autre conséquence, et Isabelle l'avait évoqué avec les pollinisateurs, c'est que chaque espèce a son cycle qui est modifié par ce changement climatique d'une façon un peu différente des autres espèces, et du coup on a une désynchronisation qui s'opère entre les cycles des différentes espèces, et notamment au sein des chaînes alimentaires. Parce que dans une chaîne alimentaire, donc là vous voyez une chaîne alimentaire très simple où les oisillons vont se nourrir d'une chenille, d'un papillon, qui eux-mêmes vont se nourrir d'une jeune feuille d'un arbre. Dans les chaînes alimentaires, les interactions, et notamment de relations proie-prédateur, sont très directement dépendantes de l'état dans lequel se trouve chacun des organismes en interaction. Parce qu'un petit oisillon ne peut pas manger des grosses chenilles ou des papillons d'ailleurs, et la petite chenille, elle ne peut pas manger des feuilles qui sont déjà trop grosses ou trop coriaces. Voilà, il y a une synchronisation qui est faite entre ces espèces dans leur cycle qui fait que cette chaîne alimentaire fonctionne. Et cette désynchronisation entraîne actuellement des extinctions de certaines espèces. La dernière chose que je vais évoquer, c'est que ces modifications dans les rythmes saisonniers vont jusqu'à modifier la répartition géographique des espèces. Là, je vous ai pris l'exemple de la chenille processionnaire, qui est bien étudiée par les équipes INRAE. Sa progression, donc la chenille processionnaire, comme beaucoup d'autres espèces actuellement, est en train de remonter vers le nord et vers les sommets des montagnes. Et pourquoi? Parce que notamment, vous voyez son cycle annuel de développement à droite, parce que le stade, pas crucial, mais le stade où elle est la plus vulnérable, voilà, cette espèce, c'est le stade chenille qui a lieu pendant l'hiver. Et donc, ce qui lui a permis de faire ces remontées, ces déplacements vers le nord et le sommet des montagnes, c'est le fait que les hivers sont plus doux et qu'elle arrive à boucler un cycle complet sur beaucoup plus de régions qu'elle ne pouvait le faire auparavant. Donc, ce changement climatique, il a déjà eu énormément d'impact, comme vous le voyez, sur le monde vivant, et il ne va pas s'arrêter là. Là, vous voyez l'évolution prévue des températures pour la France selon 3 scénarios. Vous voyez que même avec le scénario 2.6, qui est le scénario des accords de Paris, que même si on avait pu arriver à suivre ce scénario, ce qui n'est malheureusement pas le cas, le réchauffement aurait perduré au moins jusque les années 2060. On est plutôt maintenant sur la trajectoire du 4.5, donc on se dirige vers des niveaux de réchauffement. Alors, petite précision, attention, les niveaux de réchauffement que vous voyez là ne sont pas par rapport à la même période de référence que tout à l'heure. Il faut rajouter à peu près 1 degré. Je suis désolée, c'est les graphiques faits par les climatologues. Ils changent tous les 30 ans de période de référence. Donc on se dirige vers un niveau de réchauffement bien supérieur à ce qu'on a déjà vécu. Et du coup, on se pose
tout un tas de questions. Isabelle vous a expliqué les questions qu'on se pose actuellement pour les arbres fruitiers en arboriculture et plus globalement pour savoir comment la suite de ce réchauffement va impacter le monde vivant, le fonctionnement des écosystèmes et les communautés de plantes et d'insectes, on a besoin de mieux comprendre comment les conditions climatiques régulent ces rythmes saisonniers et comment ces rythmes saisonniers affectent le fonctionnement des écosystèmes, la dynamique des communautés animales et végétales, leur répartition géographique, mais aussi le climat lui-même. Et enfin, on aimerait, une fois qu'on aura mieux compris tout ça, pouvoir intégrer ces rythmes saisonniers dans nos outils d'adaptation au changement climatique et les outils de la transition agroécologique. Donc, pour faire cela, il y a quelques années, avec mes collègues, on a décidé de créer un réseau d'observatoires à l'échelle nationale qui s'appelle maintenant Tempo. Et dans ce réseau, je n'ai pas de pointeur, mais on a 2 programmes de sciences participatives. Vous voyez en bleu en bas, l'Observatoire donc, des saisons, et Phénoclim, qui est son petit frère, qui lui opère dans les régions de montagne, spécifiquement de montagne. L'objectif de ce réseau, c'était surtout en premier lieu de pouvoir fournir à toute la communauté scientifique et même au-delà des données sur ces rythmes saisonniers, donc pour tout un tas d'espèces et d'événements phénologiques. Donc on a parlé de la floraison, de la chute des feuilles, mais ça peut être le retour des oiseaux migrateurs, enfin voilà, tout ce qui rythme la vie dans le monde vivant. Donc actuellement, on diffuse déjà plus de 2 800 000 données sur ce portail et vous voyez la source des données à droite, l'Observatoire des saisons qui s'appelle la ODS Tela Botanica alimente ce portail de données donc données qui sont complètement ouvertes sauf pour celle qui est en rouge là qui concerne justement les arbres fruitiers. Donc l'Observatoire des saisons, pourquoi on a voulu associer, ce collectif de chercheurs a voulu inviter en fait leurs concitoyens à participer à leur recherche sur l'impact des changements climatiques parce que on a trouvé que c'était un objet, donc ces rythmes saisonniers, un objet qui permettait facilement de communiquer sur le changement climatique, sur ses impacts, aussi de permettre au public de renouer un peu avec la nature, l'observation de la nature, et pour pouvoir mieux comprendre en fait les enjeux aussi liés au changement climatique et à leur niveau, avoir une possibilité d'agir à leur niveau pour essayer de trouver des solutions d'adaptation, d'atténuation des impacts du changement climatique. Donc, l'Observatoire des saisons, c'est un programme de sciences participatives. Il a un site internet que vous voyez là, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour y participer si vous le souhaitez. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'observer autour de chez soi. J'insiste là-dessus parce que ces observations, c'est pas des observations opportunistes, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir connaître, si on observe un arbre, connaître un peu son arbre, parce que il faut être là au moment où il va fleurir. Enfin, après, on peut louper des salles, ça c'est pas grave. Hein. On prend toutes les données observations sont bonnes à prendre, mais je veux dire que ça demande une certaine fréquence d'observation, donc il faut que ce soit des choses qui soient vraiment proches de chez soi, des choses qu'on croise quasiment tous les jours. Donc une zone d'observation qui va souvent être votre jardin ou les arbres qui sont d'alignement dans votre rue ou dans le parc de votre quartier ou dans la cour d'école de vos enfants, puisqu'on a pas mal d'écoles qui participent au programme. Et on va choisir sur cette zone des espèces dont on sait qu'elles sont là, des arbres. Alors on a plus de 70 espèces proposées à l'observation, mais il y a des arbres, des plantes herbacées,
plantes d'ornement, des oiseaux, des animaux. Je suis en train de dépasser mon temps, je vois Laria qui fronce les yeux. Et qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, pour un arbre, ça va être le moment où il va faire ses feuilles, où il va faire ses fleurs, où les fruits vont arriver à maturité, où les feuilles vont commencer à changer de couleur. Et puis, pour toutes les autres espèces, ça va être la première apparition de la floraison pour les herbacées ou première apparition tout court pour les espèces animales, ce qui correspond souvent à leur période de reproduction. Voilà. Et ensuite, on peut saisir ces observations sur le site internet ou sur le smartphone. On verra tout à l'heure, pour ceux qui seront avec nous dans l'arboretum, comment on fait. Et bien sûr, sur le site, vous avez tout un tas de ressources pédagogiques, alors à destination des enseignants ou des animateurs de clubs nature ou autres, et toutes les ressources nécessaires pour savoir identifier correctement les espèces que vous voyez et pour pouvoir suivre leur cycle annuel. Là, vous voyez par exemple la fiche d'observation pour les stades, on appelle stade phénologique, voilà, du châtaignier. Et puis voilà, ça c'est l'outil de saisie disponible sur smartphone. Donc une fois qu'on a fait une observation, aujourd'hui j'ai vu mon abricotier qui était en pleine fleur. Eh bien, je viens saisir la date, cette date du jour sur l'outil de saisie. Très rapidement, les premiers résultats que l'on a, déjà, ça a été de pouvoir faire un calendrier précis de ces activités saisonnières de toutes ces espèces, parce que ça n'existait pas. Et ça, c'est fait aussi un peu partout dans le monde, par d'autres équipes de recherche qui travaillent un peu sur les mêmes questions. Mais donc maintenant, on a des calendriers assez précis de beaucoup d'espèces qui vivent en France. On voit des évolutions, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, en lien avec les variations climatiques des dernières années, là notamment sur cette courbe là, il s'agit de la floraison du forsythia. Vous voyez une première période, la première période du programme où on était dans cette période du hiatus climatique, où le changement climatique avait fait une pause. Donc on avait des dates qui étaient un peu de plus en plus tardives, et depuis les années 2010, on a de nouveau sur cette tendance à la précocité liée à cette reprise du réchauffement et qui s'accélère. Et une chose étonnante qui est apparue grâce au programme, et on est un peu les seuls à avoir documenté ce type d'observation, c'est qu'on a de plus en plus des anomalies de développement. C'est ce que vous voyez sur les calendriers là, qui concernent ici le lilas. Vous voyez des dates des observations qui ont lieu, je ne sais pas si je peux. Ah oui, voilà. Des observations ici de feuillaison ou de floraison qui se passent en fait à l'automne et en hiver, qui sont complètement anormales pour cette espèce qui est printanière. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres espèces. Donc on a des anomalies qui sont de plus en plus fréquentes, dont on ne comprend pas encore très bien l'existence, c'est-à-dire on ne sait pas encore très bien pourquoi on arrive à ce type d'anomalie. On sait que c'est lié au réchauffement de l'hiver notamment, et en conditions de plus en plus stressantes pendant l'été. Et on est encore assez loin d'englober toutes les conséquences que cela va avoir. Et pour reboucler sur la présentation d'Isabelle, on est maintenant dans une dynamique d'utiliser toutes les données du réseau pour créer ce qu'on appelle des services agroclimatiques. Donc, comme l'a montré, ça c'est Cartophène à gauche, qui a été élaboré par Isabelle. Là-bas, c'est un autre outil sur lequel on va se baser pour développer ces outils qui seront à la fois des indicateurs, donc pour le monde agricole essentiellement, de qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, et surtout de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, donc à faire du prévisionnel même court terme et long terme, de manière à ce que les différents acteurs qui travaillent en lien direct ou indirect avec l'environnement puissent anticiper le plus possible les adaptations qu'ils vont devoir faire au niveau de leurs activités. Et voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci pour vos présentations sans curseur. Désolée. Et du coup, je passe la main à Agropolis International, à l'AIRA, pour leur rôle en fait sur la déclinaison en Occitanie. Oui. Okay.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus. On a quand même un bon groupe. On espère que vous allez venir sur la suite à l'Arboretum parce que c'est ça, c'est ce moment-là qui va être intéressant où on essaye justement de rentrer dans cette dynamique de mobilisation des agents, en tout cas sur les différents sites. Donc, nous, Agropolis International, on coordonne donc la déclinaison régionale de l'Observatoire des saisons. Donc, comme Isabelle l'a dit, c'est un dispositif de sciences participatives qui est à l'échelle nationale et il y a depuis 2022, on a lancé une dynamique de réflexion pour voir s'il était pertinent, en tout cas, de créer une déclinaison régionale. Donc, 2 mots juste sur Agropolis International, parce que peut-être vous connaissez ou pas, en tout cas. Donc, on est une association créée depuis 1986, où on travaille dans les domaines de agriculture, alimentation, biodiversité et environnement, notamment en lien avec les collectivités territoriales, les centres de recherche et d'enseignement supérieur, avec l'ambition de travailler avec les centres de recherche pour stimuler le dialogue sciences-société. Donc ça, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit l'Observatoire des saisons et la déclinaison régionale. Et puis, on facilite les échanges aussi au sein des communautés scientifiques et on a cette ambition aussi de soutenir les politiques publiques dans des choix. Donc on espère en tout cas que l'Observatoire des saisons et les données collectées et les recherches qui sont menées permettent également de tendre vers des directions, en tout cas de décisions politiques et publiques qui vont dans le sens de l'adaptation, puisque aujourd'hui on est vraiment dans une phase de réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Donc, est-ce qu'il était pertinent de faire une déclinaison régionale? Donc, la réponse est oui. Hein. Parce que effectivement, l'Occitanie c'est un territoire qui est assez vaste, donc effectivement on est sur une région administrative avec une forte diversité des habitats, une grande richesse en termes de biodiversité, certaines zones comme le pourtour méditerranéen qui sont des points chauds, des hotspots de biodiversité, avec un impact très fort du changement climatique sur ce territoire. Et d'autre part, depuis que l'Observatoire des saisons existe, c'est-à-dire depuis 2007, il y a une forte concentration des actions qui sont menées sur le territoire de la région Occitanie, notamment avec beaucoup d'observations qui sont réalisées. C'est-à-dire qu'un tiers des observations réalisées à l'échelle nationale sont réalisées en Occitanie. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2007, on a à peu près 27 000 observations et données qui ont été collectées au niveau national et dont plus de 8 000 en Occitanie. Donc voilà, il y a déjà une dynamique qui existe. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'Agropolis du coup intervient alors que la dynamique existe déjà? Justement, l'idée c'est de créer une dynamique pour essayer de mobiliser encore plus les acteurs, de collecter encore plus de données. Et je vais passer directement aux nouvelles espèces qu'on a ajoutées. L'idée, justement, c'est d'avoir aussi une vision plus fine de ce qui se passe sur le territoire de l'Occitanie et de rajouter des espèces d'intérêt. Alors là, on est cette répartition de ces différentes espèces n'est pas représentative des différents territoires de toute l'Occitanie, mais c'est une première base et une première étape avant de rajouter de nouvelles espèces. Donc là, vous avez ces 13 nouvelles espèces, sachant qu'on a rajouté également un champignon. Donc c'est la première fois, en tout cas, que l'Observatoire des saisons a un champignon, le clatre rouge. On en a vu récemment d'ailleurs vers le bois de Montmort. Donc, est-ce que c'est le bon stade phénologique actuel pour voir des clatres Je pose la question à Isabelle. Voilà, exactement. Donc, ça permet de recouper sur le fait que on a besoin de collecter des données sur toutes ces espèces-là. Donc, comme Isabelle le disait, il y a environ 70 espèces dans l'Observatoire des saisons au niveau national, plus les espèces de l'Observatoire des saisons Occitanie. Toutes les données sont recoupées et vont sur le portail Tempo. Mais nous, la dynamique qu'on a envie de lancer et qu'on a envie d'inciter les gens vraiment à essayer d'observer ces espèces-là, puisque pour le moment, justement, on n'a pas les données phénologiques sur toutes ces espèces. J'avais pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que l'Observatoire des saisons Occitanie répond aux mêmes enjeux que l'Observatoire des saisons nationales, qui est notamment de travailler sur la sensibilisation sur les questions liées au changement climatique et au lien entre biodiversité et changement climatique, avec l'ambition de créer un vaste réseau d'observateurs pour pouvoir collecter des données phénologiques, comme on le disait, et pouvoir effectivement doter les pouvoirs publics de données pour pouvoir agir en conséquence aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on peut, si on a tout dit, je pense que le plus important maintenant, ça va être d'aller justement sur le terrain.
Alors peut-être il y a un petit temps justement de questions autour de l'Observatoire des saisons. Je vais laisser la main à Julia. Merci. Eh ben, merci à vous toutes pour les présentations. Je voulais juste rajouter que justement le but de l'INRAE, c'est d'être relais par rapport à l'Observatoire des saisons. Là, on fait un temps un petit peu fort aujourd'hui avec la conférence, mais voilà, toute la semaine avec l'AIRA et Anaël, on intervient dans les centres de recherche pour présenter l'ODS. Alors voilà, du coup, je lance un peu les questions avant qu'on aille dehors. Est-ce qu'il y aurait des questions? C'était hyper clair. Ah. Oui, comme la plupart des observateurs, on va dire c'est un peu des novices, quel est le niveau de précision vous attendez, par exemple, pour la floraison, le début de floraison, enfin, par rapport à chaque stade, quel niveau de précision vous attendez? Ça, on va le voir tout à l'heure. On va regarder plus en détail le protocole, mais en gros, il faut pouvoir passer devant son arbre 2 fois par semaine si on veut être précis. Oui, mais ce que je veux dire, moi qui fais de l'observation, on s'en fiche un peu, mais globalement, pour déterminer la phénologie de la vigne, on a des critères assez précis sur le pourcentage de fleurs sur la. Alors, et là, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, comment identifier On va en parler tout à l'heure, mais on a les mêmes. Alors, bon, on rentre dans le détail du protocole, mais on va le voir tout à l'heure. Mais on est sur le. En fait, on a adapté le protocole qu'utilisent les chercheurs au grand public. Donc, on utilise les mêmes standards au niveau des d'échelle de notation et un peu les mêmes conditions pour l'observation, en ayant un peu adapté. Donc, en fait, la difficulté principale, c'est de ne pas se tromper d'espèce quand on observe une espèce. Parce que nous, en tant que chercheurs, on a un objet d'étude qu'on connaît bien. Donc voilà, pour le grand public qui découvre ce genre de programme, qui n'a jamais fait d'observation de la nature, bon, c'est pas forcément évident. Donc on est sur des espèces plutôt communes, qui sont plutôt faciles à identifier, qu'on n'ait pas d'erreur d'identification. Et ensuite, les observations, c'est relativement facile. Il y a un petit entraînement qui nécessite une petite année d'expérience, on va dire. Et puis, en général, après, ça se passe bien. Même des enfants arrivent à le faire. Donc. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est au niveau du choix des espèces. Donc, on comprend bien l'intérêt pour les fruitiers ou pour les chenilles processionnaires. Mais les autres espèces, elles ont été choisies comment? Alors, il y a eu plusieurs critères. On n'a pas voulu se cantonner à des espèces sur lesquelles il y avait déjà des études en cours. Parce que d'expérience, on sait que des observations qui sont faites aujourd'hui sur des choses qui paraissent pas importantes, et dans 10 ans ou dans 30 ans vont devenir cruciales. Ça, voilà. Alors, dans les critères, il y avait, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la facilité d'identification. Le critère assez commun, parce que si les espèces sont trop rares, on n'aura jamais d'observation, puis sur lesquelles il n'y a pas non plus d'enjeu de conservation. Ça, c'était aussi, voilà, il ne fallait pas que ça amène des problèmes, notamment les orchidées, on n'a pas pu en mettre beaucoup parce que beaucoup sont protégés et on ne voulait pas que... il y en a qui me demandent, en fait, voilà, ça peut amener des problèmes qu'on n'a pas forcément anticipés. Ensuite, l'intérêt pour le territoire. Donc, si je parle des déclinaisons régionales, là, notamment le châtaignier. On savait qu'il y a un enjeu sur le châtaignier pour la filière castanéicole. Donc, il y a tout un tas de critères qu'on essaie de prendre en compte, et chaque espèce ne coche pas tous les critères, mais elle en coche au moins 2. En fait, on a un temps à l'extérieur. Donc, si vous venez avec nous à l'Arboretum, ce sera l'occasion de poser vos questions. On coupe un petit peu court parce que justement, l'utilité de la fête de la nature, c'est d'aller dehors.
Donc, voilà, on voulait vraiment, par souci de lisibilité, on a fait ce temps à l'intérieur. Mais là, on vous invite à aller à l'Arboretum. Je pense qu'on va faire qu'un seul groupe. Et on va vous décrire beaucoup plus concrètement sur le terrain comment ça se passe, le protocole. Si jamais vous aviez des collègues, des étudiants qui n'ont pas pu venir, l'intérêt d'être dans la salle, c'est qu'on a enregistré la conférence, donc vous pourrez la partager à vos collègues. Merci pour votre attention et puis on se retrouve du coup devant la statue de l'Arboretum pour la décrire sur les espèces de votre site. Merci.